La situation en ce début novembre 2022, tant à l'échelle internationale qu'à l'échelle nationale, je peux vous dire que si de prime abord vous me demandez un mot qui pourrait qualifier tout ça, en premier, il y en a d'autres après, c'est le mot incertitude. On est encore dans l'incertitude à peu près à tous les niveaux. Ce qui est certain, c'est que, en 2022, l'économie mondiale ne s'était pas encore, loin de là, rétablie. Des conséquences de la crise de la pandémie, de la chute brutale de la production en 2020, et la reprise légère en 2021, puis arrive 2022, la crise de Russie-Ukraine, et on est à nouveau plongé dans une crise qui n'en finit pas. Or, au début, on pensait que ça allait être limité dans le temps. Valeur aujourd'hui. Et vous n'avez qu'à voir tous les rapports des institutions financières ou autres internationales sur les perspectives fin 2022, 2023, voire 2024, vu 2024, elles ne sont pas très roses, ces perspectives. Les PIB sont appelés à continuer à baisser, globalement. Les cours mondiaux, aussi bien des denrées alimentaires que de l'énergie, des produits pétroliers, sont appelés à continuer soit à se stabiliser à un niveau plutôt élevé, au-dessus de $100, soit à fluctuer en fonction des aléas, des remous, des suites de la guerre en Europe, des stratégies des uns et des autres, des grandes puissances. Et donc, on est réellement face à une situation qui est assez inédite depuis plusieurs décennies. Une situation globalement à l'échelle mondiale caractérisée donc par une récession, conjuguée à l'inflation, ce qui donne là aussi une situation tout à fait inédite, qui est celle plutôt de la stagflation, une situation qu'on n'a pas vue depuis les années 70 du siècle passé. On est dans une stagflation. Et donc, alors évidemment, le Maroc étant un pays, dès le départ, il faut le savoir, très intégré dans l'économie mondiale, intégré bien ou mal, c'est une autre histoire, mais le pays, le taux de pénétration dans l'économie mondiale est très élevé, pratiquement au-dessus de 85-86%. De ce fait-là, évidemment que l'impact de la crise mondiale a des effets extrêmement forts sur l'économie mondiale. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'abord, situation purement, je dirais, marocaine, malheureusement, c'est la sécheresse qui n'en finit pas. Qui, et on le sait, impacte en réalité l'ensemble de l'économie, pas simplement le secteur agricole. Elle impacte l'ensemble de l'économie. On sait qu'il y a une corrélation forte entre quasiment les précipitations, la production céréalière et le taux de croissance de l'ensemble de l'économie. De sorte que, aujourd'hui par exemple, cette année, on va être au-dessous de 1% de croissance. Et malheureusement, l'actuelle campagne qui en principe a démarré, la campagne agricole,
Espérons, espérons. On est tous là en train d'espérer que la pluie finisse par arriver. Mais valeur aujourd'hui, encore une fois, je vous dis, de novembre, malheureusement, on regarde le ciel et on voit avec un regard désespéré. Et pour l'instant, le pessimisme, hein, même sur l'actuelle, la prochaine campagne, est en train de gagner les esprits, notamment en milieu rural. Alors, encore une fois, espérons, souhaitons de tout cœur qu'il pleuve, et pas seulement pour l'agriculture, moi je dirais plus simplement pour nos besoins de consommation en eau potable. Hein. Mais ce facteur de sécheresse et de crise de l'eau est le premier élément qui impacte toute la situation macroéconomique, sociale, etc. du pays. Deuxièmement, évidemment, les conséquences de la guerre et la crise mondiale. Hein, en fait. Il se fait que c'est en même temps notre principal fournisseur, notre principal client, notre principal partenaire en ce qui concerne les investissements directs étrangers, le tourisme, etc. On ne peut pas imaginer que cette relation si forte n'impacte pas, elle aussi, l'économie marocaine. De reste, c'est ce qui fait que d'ailleurs soulève, on y reviendra peut-être, soulève plus qu'une question sur une des hypothèses de la loi de finances qui considère que la demande externe augmenterait de 2,5%, alors que tout indique que la crise à l'extérieur ne peut pas générer une telle demande. Donc, la sécheresse et la crise et l'impact de la crise mondiale, ajouté à cela, tout de même, et je vais m'arrêter parce qu'autrement il y a beaucoup d'autres facteurs, des politiques publiques qui, le moins qu'on puisse dire, ne sont pas à la hauteur. Ne sont pas à la hauteur des enjeux, des défis. On a l'impression d'avoir un gouvernement qui, malheureusement, pour l'instant, je reste au niveau des politiques, des orientations générales. Le moins qu'on puisse dire, d'abord, c'est un gouvernement qui ne réalise pas, qui ne met pas en œuvre son propre programme gouvernemental. Aussi bien au niveau des ambitions en termes de croissance, de création d'emplois, de lutte contre la dégradation du pouvoir d'achat, d'inflation. Tout ça, on a l'impression qu'on a un gouvernement qui ne réagit pas, qui n'adopte pas les mesures en conséquence. Alors, sans parler du dit modèle de développement qui semble passer aux oubliettes, hein, dont pratiquement plus personne ne parle, peut-être sauf quelques experts qui ont travaillé sur ce modèle. Hein. Et donc, une situation très difficile, et je reviens au mot-clé, marquée par une incertitude qui plombe tout le reste en réalité. Politique monétaire ou de crédit. On sait que l'inflation actuelle a commencé d'abord par être une inflation importée. Donc c'est une inflation par les coûts. Par les coûts. D'autant plus, j'ai parlé de stagflation. Donc ça veut dire qu'on est dans un schéma où la hausse des prix, l'inflation accompagne en fait une stagnation de la production et de l'économie de manière générale. Alors que l'inflation classique, qui est liée simplement donc à un déséquilibre sur le marché entre l'offre et la demande, c'est une inflation qui est générée par une forte hausse de la demande. C'est parce que la demande est élevée qu'elle tire les prix vers le haut. Est-ce que c'est la situation que nous vivons aujourd'hui ? C'est évident que non. Nous ne sommes pas face à une situation, dans une situation où, justement, la croissance serait tellement forte, et donc la demande forte, pour réellement provoquer un déséquilibre sur le marché avec l'offre. Donc, le diagnostic est mauvais, est tout simplement erroné. Et à partir de ce moment-là, lorsque Banque el-Maghreb réagit en disant « je vais relever » le taux directeur. Indépendamment du débat théorique sur la pertinence d'un tel outil de politique publique, indépendamment de cela, on a simplement envie de se dire, très bien,
vous allez relever le taux directeur, l'une des deux. Soit que les banques suivent, soit qu'elles ne suivent pas, ce qui est d'ailleurs une hypothèse tout à fait réaliste. Il arrive souvent que les banques, selon leurs intérêts, ne suivent pas. Hein. Mais si les banques ne suivent pas, ça sera un coup d'épée dans l'eau. Si les banques suivent et augmentent le taux, la première chose, c'est que est-ce qu'on est face à une demande de crédit de la part des entreprises, des ménages, etc. Est-ce qu'on est face à une demande de crédit tellement élevée que les entreprises emprunteront quand même? Ou est-ce que tout simplement la situation de crise que nous vivons est telle que déjà à l'avance, on sait qu'il n'y a pas assez de demandes de crédit et que donc le pire qui va arriver, c'est quoi? C'est que les entreprises qui avaient peut-être projeté d'investir, de s'endetter puis investir, ne vont pas le faire, vont différer leurs investissements. Par contre, peut-être les entreprises qui, elles, et on sait malheureusement que c'est une grande majorité d'entreprises marocaines, en fait, ont des fonds de roulement insuffisants, des capitaux propres insuffisants, et donc vivent en réalité sur des crédits bancaires. Ces entreprises-là, pour la plupart d'ailleurs, les petites et moyennes, vont souffrir, parce qu'elles vont prendre plein dans la figure, si je puis dire, cette hausse des taux d'intérêt, ce qui va se répercuter sur leur coût, leur compétitivité, et va tout simplement aggraver leur situation financière. Oui. Donc, malheureusement, tout ça, je me dis, c'est une mesure qui ne me paraît pas pouvoir être efficace. Pourquoi? Parce qu'elle procède d'un diagnostic qui est erroné. Et ensuite, c'est une mesure qui, en fait, dans le meilleur des cas, risque d'être tout simplement d'avoir l'effet d'une épée dans l'eau, soit peut effectivement réellement faire beaucoup de mal à beaucoup d'entreprises. Bon, c'est un immense dossier, très ancien, qui a traversé des décennies. Donc aujourd'hui, parlons valeur aujourd'hui. Le gouvernement se trouve dans une situation quand même assez bizarre. Parce que d'un côté, effectivement, parce qu'on n'a pas réglé les problèmes à temps, parce qu'on n'a pas fait les réformes nécessaires à temps, eh bien oui, on se retrouve une fois de plus dans une situation où les cours mondiaux étant élevés, le gouvernement se trouve dans l'obligation de subventionner, mais selon l'ancienne méthode, c'est-à-dire une subvention à travers les prix. Donc, subventionner les produits qui sont encore soutenus par la caisse de compensation, c'est-à-dire le gaz butane, la farine dite nationale de blé tendre et le sucre. Et donc, les coûts à l'importation, parce que par ailleurs, ce sont des produits que, pour l'essentiel, on importe largement. Donc, les cours mondiaux s'élevant, l'État est acculé, effectivement, pour veiller à une certaine stabilisation des prix à l'intérieur, et il est obligé, effectivement, de subventionner de plus en plus massivement. De l'autre côté, il y a quand même un processus depuis plusieurs années. Et les gouvernements précédents, comme celui-là, ont pris des engagements, effectivement. Et l'engagement était, depuis plusieurs années, était clair, c'était de dire d'évoluer vers un système qui substitue au système actuel, qui, je répète, est un système de subvention à travers les prix. Et donc un système aveugle, qui subventionne le produit et ne subventionne pas l'acheteur, le consommateur, directement intéressé. Et donc, est aveugle parce que vous soyez riche ou pauvre, vous bénéficiez de la même subvention. Il faut tenir compte de cet élément. Donc, l'objectif, c'est de substituer à ce système qui, effectivement, honnêtement, et toutes les études le montrent maintenant, n'est ni efficace, ni juste, ni équitable,
Et de surcroît est financièrement ruineux. Hein. Donc substituer à ce système un autre, qui est un système d'aide directe aux revenus. En clair, il s'agit de supprimer les subventions à travers les prix et les remplacer par un système d'aide aux revenus. Très bien, c'est de ce qu'on a parlé depuis très très longtemps, l'idée est là, mais les gouvernements ont longtemps refusé une telle idée, ils ont fini par y arriver, tant mieux, tant mieux. Maintenant, on a longtemps aussi perdu du temps ou gagné du temps, peu importe le point de vue, en jouant justement sur cette histoire de registre social unifié. Bien, très bien. Que ce soit il y a longtemps, on était quelques-uns à montrer qu'on pouvait commencer dans le système d'aide aux revenus, d'aide directe aux revenus, avec les outils qu'on avait il y a 5 ou 6 ans. Hein. Mais bon, peu importe. Le registre social unifié, à mon avis, s'il est un outil important, utile, très utile, ne doit pas être éternellement un moyen de retarder les réformes qui s'imposent, comme on l'a fait, je répète, depuis 10 ans. Donc très bien, si le registre est maintenant disponible rapidement, eh bien oui, je pense qu'il faut effectivement s'engager dans cette réforme parce que, je répète, moi je ne dis pas que c'est la meilleure réforme, hein. Je dis que c'est la moins mauvaise. Le système de l'aide directe à travers les revenus est moins mauvais que le système actuel. Voilà. Donc, alors, est-ce que le gouvernement aura le courage de faire cette réforme? Mais attention qu'on soit clair, parce qu'il n'est pas question justement, l'approche est une approche globale. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que tout simplement, on arrive à une réformette qui pervertit le système de l'aide directe. Ce qui serait inquiétant, c'est qu'on fasse simplement des mesures, qu'on le voit par-ci, par-là. Déjà, par exemple, il faut savoir quand même que dans l'idée de ce qu'on appelle le revenu universel, qui est un système maintenant largement répandu en Europe, ailleurs dans d'autres continents, qui est le système vers lequel il faut qu'on avance. C'est-à-dire, c'est quoi? Il faut bien qu'on s'entende. L'idée, c'est d'arriver à un système où tout citoyen, dans les conditions de vie, dans les conditions du pays, auxquelles ces conditions n'ont pas permis de gagner son revenu par son travail. C'est ça l'enjeu. C'est parce que l'économie est défaillante que, effectivement, l'État, un véritable État de droit, c'est-à-dire un État qui prélève des impôts, eh bien, ce même État doit, c'est pas une faveur, c'est un droit, je dis c'est un droit parmi les droits économiques et sociaux, c'est les droits humains. Donc cet État doit garantir à tout citoyen qui en a besoin un revenu, et moi je l'ai appelé on s'entend, je ne parle pas simplement des revenus pour les retraités, hein. Je parle d'un revenu global pour tous les citoyens qui en ont besoin, je parle effectivement de revenu de la dignité, parce que c'est le revenu qui doit garantir la dignité de tous les citoyens d'un État de droit. Alors, est-ce que le gouvernement, en parlant de réforme de la caisse de compensation, est en train réellement d'aller sur cette voie? Ou est-ce qu'en milieu de chemin, on va, comme malheureusement l'expérience nous l'a appris 100 fois, on va se trouver face à des dérives qui finiront par pervertir tout le système? C'est ça mon inquiétude en réalité. En 2013-2014, on avait fait un certain nombre d'évaluations très simples. Hein. Et je répète encore une fois, le système est perfectible en permanence. Ce qui est important, c'est de commencer. Et ensuite, dans l'expérience, dans le déroulement de l'expérience, on améliore les choses. Et donc, par exemple, il faut aussi distinguer deux choses. Il y a le revenu
Et il y a la compensation. Pour la classe réellement pauvre, et aujourd'hui, les statistiques du HCP, les dernières enquêtes, etc., permettent de le savoir avec détail. Ceux-là, effectivement, devraient obtenir un revenu. Un revenu qui correspond au revenu moyen dans le pays. Peut-être avec un abattement pour pouvoir au moins préserver, par exemple, le revenu de rester dans les 40 ou 50% de la population ayant les revenus les plus faibles, puisqu'il s'agit de pauvres. Mais la libéralisation des prix va impacter aussi une partie de la classe moyenne. Par exemple, je vous dis, aujourd'hui, un professeur de l'enseignement secondaire ou un instituteur qui achète la bouteille de gaz butane à 40 dirhams, demain vous lui dites vous l'achetez à 120 ou 130, je peux vous assurer qu'il va se paupériser. Hein. Et donc, pour cela, il ne s'agit pas d'un revenu, soyons clairs, il s'agit d'une compensation, mais directe également. C'est-à-dire qu'il s'agit de donner un montant qui compense la perte de pouvoir d'achat liée à la libéralisation des prix de ces matières. C'est ça le schéma. Alors, je répète encore une fois, je ne me hasarderai pas ici à vous donner un chiffre, hein, parce que c'est en fonction de la conjoncture, de la situation, l'ajustement est évident. Mais, je répète encore une fois, la méthode, la démarche, elle est claire. Et l'objectif, évidemment, est, en réalité, de se trouver dans un système qui préserve le pouvoir d'achat de la population, et en même temps, effectivement, met en place réellement un système, je répète, où l'État, à partir des fonds publics, collectés par l'impôt, garantit un revenu de la dignité à toutes celles et ceux de la population qui en ont réellement besoin. Et ça aussi, ce n'est pas une expression vague. Maintenant, avec le RSU, on peut savoir exactement qui sont-ils et combien sont-ils. Disons, aller à quelques points essentiels. Moi, je pense que le premier point d'abord, c'est tout simplement la viabilité, la pertinence des projections, des prévisions de cette loi de finances. N'oublions pas, la loi de finances, c'est un exercice prévisionnel. Nous sommes, et là, cette loi a été élaborée durant l'été 2022 pour 2023. Et donc, c'est vrai que tout dépend des hypothèses. C'est un montage financier. Et qui dépend d'abord des hypothèses sur lesquelles ils sont fondés. Or, là aussi, j'ai évoqué cela tout à l'heure. Quand, par exemple, on voit la situation concrètement, telle qu'elle est aujourd'hui, on voit la sécheresse qui encore, malheureusement, risque de pointer. On connaît son impact sur la croissance. On sait que la crise mondiale, comme je l'ai bien indiqué au départ, ne va pas en tout cas se régler en 2023, malheureusement. Eh bien, dans ce contexte-là, prévoir et donc faire reposer tout le montage financier sur un taux de croissance pour 2023 de 4%, c'est juste pas très crédible. Même si déjà 4%, c'est pas beaucoup, hein, par rapport à nos ambitions. Mais dans le contexte actuel, prévoir 4%, c'est tout simplement se condamner, malheureusement, encore une fois, à être dans l'erreur. La même chose, j'ai parlé tout à l'heure de la demande externe. Pareil, compter sur 2,5, sur une évolution, une croissance de la demande externe qui va tirer la demande interne, l'activité intérieure, à raison de 2,5%, c'est aussi, ça ne me semble pas très réaliste. La même chose, par exemple, croire
dans la situation que nous connaissons, encore une fois, croire qu'on va passer d'une inflation qui serait, cette année en 2022, au moins entre 8 et 10%, entre 8 et 10%, que par je ne sais quelle baguette magique, elle plongerait à 2%, ça n'est pas très crédible. Comment est-ce qu'on peut imaginer une telle situation? Comment est-ce que pour fonder des prévisions sérieuses, crédibles, sur de telles prévisions? Donc, soyons clairs. Le problème, d'abord, est un problème, effectivement, d'hypothèses qui sont... Alors, je n'ai pas parlé, mais ça va de soi, prévoir 75 millions de quintaux de récoltes céréalières. Vous voyez, 800, la tonne pour le gaz à $800 la tonne. Bref, vous voyez bien que tout cela, la vie est très fragile. Et que donc, la première observation à faire sur cette loi de finances, c'est qu'elle n'est pas très réaliste. Et qu'elle se condamne effectivement à être en porte-à-faux en permanence, comme malheureusement ça a été le cas pour les précédentes lois de finances. C'est quasiment sûr. Je vous rappelle que par exemple pour 2022, la loi de finances 2022 avait prévu un taux de croissance de 3,6 ou autour de 3,5. Je vous dis, on va faire moins de 1%. Donc vous voyez, bien, ça c'est la première chose. Et évidemment, à partir de ce moment-là, le montage, c'est comme, vous savez, c'est comme un édifice. Hein. Si les fondements ne sont pas bons, ben c'est tout l'édifice qui n'est pas bon, hein, qui ne tient pas la route. Hein. Bon. Alors, moi je dirais, le deuxième point qui me paraît important, c'est justement l'équilibre d'ensemble. Ah, on ne le dira jamais assez. Nous sommes en crise financière des finances publiques permanente. Et on arrive à garder la tête au-dessus de l'eau que parce qu'on n'en finit pas de s'endetter pour s'endetter et encore s'endetter. Je m'explique. Et vous savez, dans la loi de finances, vous avez un tableau d'équilibre général. C'est très simple. Comme ça, il peut paraître un peu compliqué, mais on peut le résumer en termes très très simples. Quand vous prenez le budget général de l'État, vous prenez d'un côté les ressources ordinaires, c'est-à-dire les recettes fiscales, non fiscales, etc., puis de l'autre côté les dépenses ordinaires, c'est-à-dire les dépenses de fonctionnement, les intérêts de la dette, les dépenses d'investissement. Quand vous ramassez tout ça, ressources ordinaires, dépenses ordinaires, les deux, déjà, vous êtes à un déficit de 115 milliards. 115 milliards. Quand vous ajoutez l'amortissement de la dette, parce qu'il n'y a pas que les aides, c'est-à-dire le remboursement du principal de la dette, tenez-vous bien, c'est dans la loi de finances, c'est dans les tableaux. Vous êtes à alors on appelle ça un besoin brut de financement. Besoin de financement de 193 milliards. Je dis bien. On est à quelque chose autour de 15% du PIB, hein? 15% du PIB. Le vrai déficit, en réalité, il est là. Vous avez d'un côté des ressources ordinaires, de l'autre côté des dépenses, et vous faites la différence, et vous êtes à un déficit de 15 points de PIB. Bien, alors évidemment, comment sortir? Parce que vous savez que vis-à-vis des institutions financières internationales, etc., 15% c'est impensable. Il faut revenir aux alentours de 4-5% du PIB. Eh bien, quelle est la baguette magique? C'est l'emprunt. Et donc, pour la énième fois, alors, en 2023, on devrait emprunter, tenez-vous bien, ça aussi c'est un record. Chaque année, on bat des records. Hein. On va emprunter 129 milliards de dirhams. 129 milliards de dirhams. Ça fait quoi en dollars? À 10 dollars, à 10 dirhams le dollar, ça vous donne à peu près 12, 13 milliards. De dollars? Ben oui. Il faut bien comprendre
cet engrenage dans lequel on se trouve et depuis de longues années. Cet engrenage, c'est quoi? C'est que, précisément parce qu'on n'a pas fait les réformes, notamment fiscales, nécessaires, on est dans une situation où les ressources ordinaires, et en particulier les ressources fiscales, sont insuffisantes. Moi, je calcule un ratio qui est très significatif depuis de longues années, un ratio que j'appelle le taux d'autosuffisance fiscale, c'est-à-dire le taux de couverture des dépenses du budget de l'État par les ressources fiscales. Ce ratio, avec les données de la loi de finances 2023, il est à 55%. Vous imaginez? Quand vous avez des ressources, ce sont vos ressources, c'est les ressources propres, si je puis dire, de l'État. Quand vous avez des ressources qui ne couvrent que 55% des dépenses, même si vous ajoutez les ressources non fiscales, vous allez à 60%, 62%. Il restera toujours au moins 33 à 35% de dépenses que vous ne pouvez couvrir que par l'emprunt et le déficit que vous allez déclarer. C'est tout. Donc, en l'occurrence, j'ai 193 milliards de déficit, de besoins de financement, parlons plus précisément, de besoins de financement comme ils disent, je dois emprunter 129 milliards. Pour ne laisser en fin de lieu apparaître dans les comptes, c'est les chiffres qui vont être publiés, etc. On appelle ça un besoin net de financement de 64 milliards. C'est les 64 milliards qui vont représenter 5 points de PIB. Et officiellement, on va dire, on a un déficit budgétaire de 5 points de PIB. Alors que la réalité est malheureusement tout autre. Et toujours sur cette question, pour vous dire à quel point on est dans un engrenage réellement infernal de la dette. Vous imaginez, quand je vous dis, cette année, on va emprunter 129 milliards. Savez-vous combien on va dépenser au titre de la même dette publique, la même dette du budget de l'État, du Trésor? C'est-à-dire que d'un côté, on va emprunter 129 et de l'autre côté, on va payer 109. 109 milliards. Le service de la dette dans la loi de finances, prenez d'un côté les intérêts qui représentent 31 milliards et le reste, c'est des amortissements. 109 milliards. Donc vous imaginez, d'un côté, on emprunte 129, de l'autre côté, on paye 109 uniquement pour faire face au remboursement du stock accumulé. Si au moins on s'endettait, ces 121, on s'endettait pour investir, pour se développer, on dirait bon, c'est peut-être bon. Mais là, on ne se raconte pas d'histoire, on s'endette pour payer des dettes. Pour honorer les dettes qui se sont accumulées. Je me dis, mais il y a un autre chiffre, je vous le dis comme ça de tête. L'investissement dans le budget de l'État, parce que c'est ça qui compte, hein, l'investissement dans le budget de l'État, il va atteindre 106 milliards. Vous voyez, c'est-à-dire que le service de la dette est supérieur, aux investissements qu'on va réaliser. Je pense que, voilà, cette situation se passe de commentaires en réalité. Elle montre à quel point la réalité, je dis bien, au-delà de la fioriture, du discours, etc., la réalité malheureusement des finances publiques, elle est très très problématique. Alors, si vous me dites un troisième point à évoquer, c'est évidemment les mesures fiscales. Et parmi les mesures fiscales, il y en a plusieurs, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail de toutes, mais je pense qu'il faut quand même au moins, vous avez évoqué tout à l'heure, est-ce que cette loi de finances serait pour les grandes entreprises? Oui, malheureusement. Vous savez, moi je dis toujours, une loi de finances, c'est un moment de vérité. Hein. En fait, c'est un moment, au-delà des discours, vous avez des chiffres en face. Vous avez des faits, vous avez des mesures qui disent tout, au-delà des discours. Et en l'occurrence, on le sait depuis sa constitution, ce gouvernement, je le dis clairement, sans animosité aucune, parce que c'est la réalité, c'est un gouvernement de conflit d'intérêts. C'est un gouvernement qui, de bout en bout, en fait, fait le mélange entre les affaires et la politique. Et en fait, soumet la politique
met la politique au service des affaires. Ça, on le sait depuis la constitution de gouvernement. Maintenant, on a une loi de finances qui nous précise concrètement les choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Un gouvernement qui est au service, pas simplement du patronat Hagda, du grand patronat. On ne parle pas de la petite et moyenne entreprise. Vous allez voir, au contraire, elle va pâtir des mesures fiscales. L'exemple le plus frappant, c'est l'impôt sur les sociétés. Vous imaginez, alors, qu'est-ce qu'on va appeler la réforme de l'impôt sur les sociétés? Qu'est-ce que c'est concrètement? Aujourd'hui, vous avez les entreprises qui réalisent des bénéfices supérieurs à 1 million de dirhams payent un taux de l'IS de 31%. Les entreprises qui font entre 300 000 dirhams et 1 million de dirhams payent 20%. Et les entreprises, en fait les petites et moyennes entreprises, qui font moins de 300 000 dirhams de bénéfices, payent 10%. Et d'ailleurs, il faut bien se rappeler maintenant avoir un peu la mémoire, parce que sur les 10 dernières années, où justement on avait entamé ce mouvement de baisse du taux de l'impôt sur les petites et moyennes entreprises. Parce que ce taux était de 20%, là a baissé à 15%, puis à 10%. Quel était l'argument du gouvernement? Des gouvernements qui réduisaient ces taux. C'était justement de dire, les petites et moyennes entreprises n'ont pas assez de ressources, il faut les encourager, etc. Très bien. Eh bien, dans cette loi de finances, on fait l'exact contraire de cela. C'est-à-dire que le taux de 31%, qui précisément concerne les hauts profits, va baisser à 20%. Alors, selon un calendrier sur 4 ans, entre 2023 et 2026, mais il va baisser de 31% à 20%. Mais en revanche, les entreprises, les PME qui déclarent moins de 300 000 dirhams et qui sont soumis actuellement à 10%, vont voir leur taux doubler. Vous voyez, passer de 10 à 20%. Vous voyez, réduire la charge fiscale sur les gros pour l'alourdir sur les petits. Je caricature à peine, mais c'est la réalité. Et vous voyez bien là comment on a un gouvernement en fait qui ne pense d'abord qu'effectivement qu'aux grandes entreprises, qu'aux grands patronats, pas aux petits et moyens. J'ajouterai même une autre mesure qui va dans le même sens et qui montre en fait que ce gouvernement effectivement d'abord n'est préoccupé en fait que par la baisse de la charge fiscale sur le capital, pas sur le travail, sur le capital. Vous avez aujourd'hui les dividendes et produits des actions, des parts sociales sont soumis à 15%, à un prélèvement à la source de 15%. Et bien dans cette loi de finances, même ce taux, va baisser à 10%. Vous voyez, au moment où on abaisse la charge fiscale sur le capital, sur les hauts revenus, c'est les hauts profits, on augmente la charge fiscale sur les bénéfices des petites et moyennes entreprises. Est-ce qu'il y a un commentaire supplémentaire à faire sur ça? Alors, pour être complet quand même, on va vous dire, mais oui, mais les profits, alors tenez-vous bien, supérieurs à 100 millions de dirhams, vont voir leur taux passer de 31 à 35. Et les banques et les compagnies d'assurance à 40. Très bien. Ce qu'on oublie simplement de dire, d'abord, c'est de notoriété publique et les responsables sont toujours les premiers à le dire. Au niveau de ces grandes entreprises, on sait qu'en fait, ces entreprises ont les moyens de se payer les services des experts comptables, des conseillers juridiques, des experts de toutes sortes, pour en réalité minimiser le bénéfice qu'ils déclarent
Et en réalité, ils ne payent réellement que ce qu'ils veulent parce qu'ils ont les moyens de déclarer ce qu'ils veulent. N'oubliez pas une chose, ça aussi c'est des chiffres officiels. Quasiment 70% des entreprises s'arrangent, je dis bien s'arrangent, pour déclarer des déficits, tout simplement. Et donc ne sont même pas concernés par l'impôt. Vous voyez? Donc, ces entreprises, en réalité, que vous les mettiez à 31% ou 35% ou 40%, c'est pas ça le problème pour elles. Puisque elles savent qu'elles peuvent s'arranger pour présenter, pour déclarer les bénéfices qui correspondent aux impôts qu'elles veulent bien payer. Donc c'est une mesure un peu en trompe-l'œil. Hein. La réalité, je répète malheureusement, c'est qu'on est face à des mesures fiscales qui sont très significatives puisqu'elles se traduisent par un accroissement de la charge fiscale des petits et une baisse de la charge fiscale des gros. Je répète, en utilisant ces mots, je caricature à peine. Hein.